voulais vous remercier de m'avoir donné cette opportunité d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis donc Wadat Saba de groupe Biomaps au service hospitalier Frédéric Joliot et je vais vous parler de l'apport de la tomographie par émission des positons dans la compréhension des modifications cérébrales liées aux addictions. Les addictions sont connues comme étant des affections cérébrales chroniques, récidivantes, qui se caractérisent par la perte de contrôle sur le comportement et sa place grandissante dans la vie au détriment du reste, par la persistance de ces comportements, même en cas de retombées négatives et par une période de sevrage en cas d'arrêt. Il y a les addictions qui sont liées à des substances psychoactives et il y a des addictions comportementales, mais je ne parlerai que des addictions liées à des substances psychoactives dans cette présentation. Les molécules psychoactives induisent leur effet cérébral en modifiant l'activité d'un ou de plusieurs systèmes de neurotransmission et pratiquement la plupart des neurotransmetteurs sont impliqués dans l'action de ces molécules psychoactives. Mais il y en a un qui sort de l'eau, qui est la dopamine. Pratiquement toutes les molécules psychoactives agissent sur la libération des dopamines qui modifient les circuits des récompenses et qui jouent un rôle primordial dans l'installation de ce rôle de molécules psychoactives et dans l'addiction. Il y a un autre acteur majeur dans l'addiction qui émerge actuellement et dont on parle de plus en plus, c'est la neuroinflammation. Il est maintenant admis et très connu que la neuroinflammation joue un rôle dans la genèse, dans l'installation et même dans les traitements de l'impact des molécules psychoactives et dans l'addiction. La neuroinflammation, elle est associée à une activation de la microglie qui, lors d'un dommage cérébral ou lors de l'exposition à des molécules toxiques comme les drogues, change de forme, s'active et elle uprégule certaines molécules comme par exemple la TSPO, les CB2 ou bien d'autres molécules. Elle induit aussi une libération des cytokines et des chymokines. Et c'est cette uprégulation de ces molécules-là qui nous permet in vivo de suivre la neuroinflammation et de voir son évolution. La TEP est une technique d'imagerie in vivo qui permet de suivre ces modifications cérébrales liées aux neurotransmetteurs et à la neuroinflammation in vivo chez l'homme d'une façon non invasive. C'est une technique qui repose sur l'injection d'un radiotraceur marqué par un positon émetteur, avec un radiotraceur émetteur des positons, qui, lors de l'émission de ces positons, émet deux rayonnements gamma dont la détection permet d'avoir une cartographie représentant la distribution de ces radiotraceurs dans les régions qui nous intéressent ou qu'elles représentent. Mais pour quantifier cette distribution, il y a parfois recours à des modélisations plus ou moins complexes en fonction des radiotraceurs sur lesquels on travaille et des cibles biologiques, mais aussi à des fonctions d'entrée artérielle le plus souvent, ce qui complique l'étude sur certains patients, et à une étude métabolique aussi pour pouvoir être sûr de notre quantification. Mais ceci nous permettrait vraiment de retirer des paramètres comme les Bmax, le VT, qui nous permettent vraiment de quantifier les cibles sur lesquelles on travaille, ce qui est important en tête. Mais l'imagerie de l'addiction a aussi un autre point faible dont elle souffre beaucoup en imagerie, c'est en fait l'existence de comorbidités, des co-intoxications avec d'autres drogues, un risque d'infection beaucoup plus élevé parfois chez les sujets addicts par rapport à des sujets contrôle et des troubles affectifs et psychiatriques qui peuvent, ou d'autres pathologies qui peuvent interférer avec le site sur lequel on travaille et donc modifier et venir contaminer un peu la quantification de notre radiotraceur. Et c'est là vraiment où l'apport du modèle animal dans l'addiction est très important. La TAP offre des micro-TAP spécifiques pour le petit animal qui, lui, dispose des modèles très spécifiques, très bien caractérisés. Donc, c'est vraiment une richesse, d'autant plus que la population est plus homogène chez l'animal. Donc, ça permet de répondre à des questions très spécifiques qui sont difficiles à obtenir chez l'homme et apporte un grand apport et une grande aide dans l'étude de l'addiction chez l'homme. Donc, il y a plusieurs façons même d'étudier les molécules psychoactives et leur impact sur le cerveau. La première façon consiste à suivre le comportement de ces molécules-là et à les marquer directement, à les voir comment ils se comportent dans le cerveau. Ici, sur ces diapos, j'ai mis l'exemple de deux drogues, la méthamphétamine et la cocaïne, qui sont marquées avec les carbone 11 et injectées ces deux sujets. Et on voit que ces deux molécules ne se comportent pas du tout de la même façon. La méthamphétamine présente une distribution beaucoup plus large dans le cerveau que la cocaïne, qui lui, il a une fixation striatale, mais aussi la méthamphétamine présente une fixation plus élevée et plus durable que la cocaïne qui s'élimine plus vite. Donc, ça permet de comprendre comment ces molécules et ces drogues agissent sur le cerveau
Et de comprendre aussi là, par exemple, dire que la méthamphétamine, son pouvoir addictogène peut être lié à sa distribution forte et durable dans les cerveaux. Je voulais montrer ce deuxième exemple qui est cette fois-ci avec la nicotine parce que je trouvais que la démarche expérimentale était très séduisante. En fait, les auteurs, ils ont marqué la nicotine avec le carbone 11 et cette fois-ci, ils l'ont injecté dans une cigarette et les sujets, ils ont fumé cette cigarette, ils ont été imagés sur un caméra TEP et on peut voir donc là des images IRM. Les images de 111 nicotine chez des sujets addicts à la nicotine ou chez des sujets contrôle. Et on peut voir qu'il y a une diminution de la fixation de la nicotine chez les sujets addicts par rapport au contrôle. Mais pas seulement, il y a aussi une différence dans l'association de ces radiotraceurs parce que chez les sujets contrôle, ici en bleu, on voit qu'ils s'associent beaucoup plus vite par rapport aux sujets addicts. Donc, ça nous permet un peu de comprendre vraiment comment ça se passe, ces molécules, comment ils se fixent dans le cas normal, mais aussi dans certaines pathologies, comme ici dans l'addiction au tabac. La deuxième façon de faire, ce n'est pas de suivre la molécule elle-même, mais de suivre son cible biologique et les modifications cérébrales qu'elle induise. Ceci nécessite d'identifier un couple qui est le cible biologique, mais aussi un radiotraceur qui lui est spécifique. Et j'ai envie de dire que tout repose sur ces bons choix. Si on a ce couple-là, on peut faire vraiment beaucoup de choses en TEP. Le cible biologique, son choix dépend sur notre connaissance des systèmes qu'on étudie. Dans le cas des drogues, il faut savoir avec quelle drogue on travaille, où est-ce qu'il agit, qu'est-ce qu'il modifie comme cible moléculaire, ou bien qu'est-ce qu'on soupçonne qu'il modifie. Et donc, il faut choisir le cible qui nous intéresse le plus. Mais il faut choisir un cible qui dispose des radioligands qui nous permettent de les suivre in vivo. Et ce ligand doit être un bon candidat pour la TEP, à savoir, il doit traverser, par exemple, la barrière hémato-encéphalique, ne pas être métabolisé très vite, avoir une bonne cinétique, pas dégradée vite, pas de radiométabolique, donc qui traverse la barrière hémato-encéphalique, une bonne affinité, une bonne sélectivité et un bon signal sur bruit pour qu'on puisse les suivre in vivo en TEP et en sortir quelque chose. Dans le cas de la cocaïne, par exemple, on sait que cette drogue agit sur les transporteurs de la dopamine et elle induit une forte augmentation de la libération de la dopamine. Notre cible moléculaire peut être un récepteur postsynaptique, comme un marqueur vésiculaire, comme le transporteur lui-même, tout dépend de la question qu'on se pose et de ce qu'on dispose comme radioligand. Donc, sur ces diapos, je voulais seulement vous montrer que certains systèmes de neurotransmission possèdent beaucoup de radiotraceurs validés en TEP. C'est le cas des systèmes dopaminergiques qui restent sans aucun doute les systèmes les plus riches en radioligands. On a des radioligands validés pour la synthèse, pour les transporteurs, pour la libération de la dopamine en étudiant les récepteurs postsynaptiques ou pour les stockages vésiculaires. Et ça permet de faire beaucoup de choses quand on peut étudier plusieurs aspects de synapses en même temps. D'autres systèmes de neurotransmission comme les nicotiniques, on dispose de moins de radiotraceurs spécifiques, mais on a quand même assez de radioligands pour étudier par exemple les récepteurs nicotiniques ou bien certains transporteurs de vésicules nicotiniques. Plus on a des radiotraceurs qui sont validés, plus on peut faire des choses et vraiment aller plus loin dans la compréhension des mécanismes liés au système des neurotransmissions auxquels on s'intéresse. Donc, qu'est-ce que la TEP a permis d'étudier et de conclure concernant les addictions? On sait que pour le système dopaminergique, la plupart des études ont convergé vers une diminution de la fonction des systèmes dopaminergiques dans les addictions. Ici, nous avons des études qui ont montré qu'il y a une diminution de la disponibilité des récepteurs D2 mesurés avec des radioligands et ces radiotraceurs dans les cas des addictions à différentes drogues et on voit une diminution chez les sujets addicts à la cocaïne, à la méthamphétamine, alcool ou héroïne par rapport à des sujets contrôlés. Pour les transporteurs dopaminergiques aussi, il a été reporté une diminution de la fixation chez les sujets addicts à la méthamphétamine par rapport aux sujets contrôle. Ici, les sujets sont abstinents à 1 mois, mais si l'abstinence est plus longue, par exemple des 14 mois, on a un retour vers l'état contrôle et c'est important parce que ça permet de montrer que ces changements sont adaptatifs et temporaires et ils ne sont pas toujours définitifs. Sur ces diapos-là, sur ces images-là, je voulais montrer aussi une réponse émoussée qui a été reportée dans la littérature de système dopaminergique et de la libération de la dopamine dans les addictions. Cette image montre la fixation de ces 11 racloprides chez un sujet contrôle ou addict à la cocaïne et on voit ce qu'on a dit ici, qu'il y a une diminution de la disponibilité des récepteurs D2. Et ces deux images, ils montrent en fait chez les mêmes sujets, donc en fait contrôle
ou bien addicts à la cocaïne, une réponse à l'injection de l'amphétamine qui induit une forte augmentation de la dopamine et donc diminue normalement ces radiotraceurs qui est le raclopride, mais beaucoup moins quand on compare à l'état basal chez les sujets addicts à la cocaïne, ce qui explique que le système dopaminergique probablement a moins des stocks de dopamine ou bien des synthèses de dopamine pour pouvoir répondre à cette drogue qui normalement induit une forte augmentation de la dopamine. Donc, il y a une modification de toute la dynamique des systèmes dopaminergiques. Maintenant, les récepteurs de 3 semblent être une exception de cette hypodopaminergie parce qu'il a été reporté que dans les régions riches en récepteurs D3, on arrive à voir, les auteurs arrivent ici, Isabelle Boileau, arrive à avoir une augmentation de la fixation de ces récepteurs D3 qui est difficile à mettre en évidence dans les régions riches en DD2-3 parce que tout simplement, on ne dispose pas des récepteurs spécifiques, des radioligands spécifiques pour les D3. Les radioligands dont on dispose, ils sont D2-D3 et dans les striatomes, comme il est connu dans les cas des addictions qu'il y a une diminution des récepteurs D2, eh bien, il est difficile de mettre cette augmentation des D3, c'est tout l'intérêt de trouver des récepteurs, des radioligands, d'avoir des radioligands sélectifs à un cible, et c'est les difficultés ici pour les D3 qu'on n'en a pas vraiment, mais on arrive quand même à voir que dans la substance noire, une région riche, il y a une augmentation de ces D3 et ces D3 actuellement sont des cibles thérapeutiques dans les addictions. Le deuxième système de neurotransmission dont je voulais parler, c'était le système cholinergique, ici dans le cadre des addictions au tabac. Je veux parler d'un radiotraceur qu'on a développé et sur lequel on a beaucoup travaillé dans la maison, qui est le A85-380 ou le 2-AFA. On a pu montrer ici chez les babouins que ces radiotraceurs présentent une très forte concentration dans le thalamus. Ici, c'est sa cinétique de fixation. Et on a pu montrer que si on fait en fait une injection de nicotine chez l'animal ou on fait inhaler la fumée des cigarettes comme on a fait ici, on arrive à déplacer la fixation de ces radiotraceurs parce que la nicotine vient prendre la place de ces radiotraceurs. Et ce qui était important dans cette étude, c'est qu'en fait, si on réinjecte ces radiotraceurs 2 heures après l'inhalation de la cigarette et on pouvait voir qu'il y a une diminution de sa fixation par rapport à l'état contrôle, ce qui montre que les récepteurs ont resté occupés ou bien inaccessibles à ces radiotraceurs, probablement parce que la dopamine ou bien un autre constituant de la cigarette les occupait encore. Donc, ces études ces types de travail a été reproduit par d'autres équipes chez l'homme. Ici, on voit la fixation chez les sujets normaux de ces radiotraceurs. Et ici aussi, avant inhalation de fumée des cigarettes, après l'inhalation d'une partie des cigarettes, on commence à voir une diminution de la fixation de ces radiotraceurs. Et ces images ont été faites 3 heures après l'inhalation de fumée de cigarette. Et avec 1, 2 ou 3 cigarettes, et ben en fait, les récepteurs sont complètement saturés et ils restent saturés 3 heures après l'inhalation parce qu'on est toujours au niveau non spécifique. Donc, nous, on a pu montrer aussi, et ce travail a été fait par Michel Boklander, qu'en fait, dans notre équipe, quand on a, en fait, il a été mesuré chez l'homme, la fixation de 2 AFA était le volume de distribution entre 6 et 8. Et quand on fait fumer une cigarette à ces sujets-là, eh ben, il a fallu attendre en réalité entre 16 et 24 heures pour revenir à un niveau contrôle. Donc, les récepteurs nicotiniques restaient occupés très longtemps après l'inhalation d'une seule cigarette. Donc là, en fait, on s'était seulement posé la question comment ça se fait alors que les sujets continuaient à vouloir fumer alors que les récepteurs étaient encore occupés. Donc, ça peut être la nicotine, mais peut-être d'autres mécanismes ou d'autres métabolites de la nicotine qui pouvaient peut-être venir occuper ce radiotraceur, ce qu'on avait montré dans nos études aussi. Donc, l'autre mécanisme ou l'autre phénomène qu'on peut aussi mesurer en TEP et suivre, et ce que je vous ai dit, c'est très important dans le cadre des addictions, c'est la neuroinflammation. On peut suivre la neuroinflammation ou bien directement par mesurant l'activité microgliale ou en mesurant, par exemple, l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique ou en mesurant des conséquences de cette neuroinflammation, comme par exemple l'état de la myéline. Maintenant, les études les plus répandues avec les molécules psychoactives et dans l'addiction, c'est la mesure de la TSPO dans le cadre des addictions et de voir l'évolution de cette TSPO et donc la neuroinflammation suite à l'exposition des différentes molécules.
Dans ces tableaux-là sont résumées certaines études qui montrent en fait l'impact de l'exposition à différentes molécules psychoactives en utilisant différents radiotraceurs spécifiques de la TSPO. Les études vont un peu dans tous les sens, même s'ils tentent un peu à montrer une augmentation de la fixation de la TSPO. L'exemple le plus étudié était l'alcool, donc j'ai vu détailler cet exemple-là. Nous avons étudié l'impact de l'alcool avec les 2PA714 chez les primates, le babouin et chez le rat, et d'autres équipes l'en font avec le PBR28 chez l'homme et chez le rat. L'augmentation de la TSPO après exposition à l'alcool était déjà présente dans la littérature par plusieurs groupes et ça a été montré in vitro par des manips d'autoradiographie et on voyait ici une augmentation de la fixation de PK1195 après exposition à l'alcool et ça a été aussi montré en parallèle associé à une activation microgliale in vitro. Nous avons donc développé un modèle chez le babouin nous permettant d'avoir une alcoolémie de 1 gramme par litre et nous avons pu montrer chez les babouins adolescents, parce que c'est une fenêtre de vulnérabilité à l'exposition aux drogues, qu'une exposition à l'alcool, les modèles qu'on a développés, permet tout de suite d'augmenter la liaison des TSPO chez les primates et que cette augmentation, elle reste visible plusieurs mois, ici entre 7 et 12 mois chez les mêmes animaux. Donc, il suffisait d'une injection pour activer et montrer une upregulation de la TSPO. Ici, on montre qu'elle était montrée dans toutes les régions cérébrales et durable dans les temps. On a aussi pu vérifier que cette augmentation n'est pas liée à une altération de transport avec la barrière, parce que dans notre modèle, ces images-là où l'animal est exposé à l'alcool, il n'y a pas une modification de la fixation de radioligands substrat de la PGP. Par contre, une modification pharmacologique de la PGP montre une variation de ces radiotraceurs. Donc il n'y avait pas une altération de transport à travers la barrière qui était associée et c'était important de pouvoir montrer ça aussi. Nous avons repris ce même radiotraceur pour étudier l'effet de l'exposition à l'alcool, mais dans un modèle mimant les binge drinking chez le rat cette fois-ci. Les animaux ont été exposés à l'alcool pendant 2 semaines et c'est en utilisant un protocole développé par Pascual et collaborateurs. Et ils étaient imagés au 15e jour. Donc, ils étaient exposés à l'alcool pendant 2 semaines avec 2 jours d'injection, 2 jours d'arrêt. Et au 15e jour, nous avons réalisé l'examen TEP. Et là, on a pu voir, en fait, par rapport aux animaux contrôle, qu'on a une augmentation de la fixation des TSPO dans toutes les régions cérébrales. Et en fait, après, on a pu voir que si on associait un traitement, on voulait tester des traitements qui sont utilisés chez l'homme comme le nalmefène, et on visait aussi le TLR4 parce que c'est un cible qui revenait toujours dans la toxicité de l'alcool. Donc, on a choisi le nalmefène qui est un antagoniste de TLR4 et un antagoniste opioïde utilisé chez l'homme. Et on l'a injecté avant chaque injection d'alcool et on a pu constater, en fait, que les animaux qui avaient une uprégulation avec l'alcool, et ben cette uprégulation n'existait plus quand le nalmefène était associé aux injections d'alcool. Donc, ça nous a permis de voir aussi que la TEP permet, ici, dans cet exemple, permet de suivre un traitement et de voir son efficacité. Donc, d'autres études ont réalisé des études avec les PBR28 chez l'homme et ils ont pu montrer que chez les sujets addicts, ils n'avaient pas une variation de la TSPO par rapport au sujet contrôle ou même sur un groupe de ces sujets-là, ils avaient une diminution et non pas une augmentation de la TSPO, contrairement à ce qui était décrit en préclinique. Donc, comme c'était très différent, ils ont voulu comprendre si c'était lié à une variabilité entre espèces et ils ont refait le même expérience chez des rats addicts à l'alcool en utilisant toujours le PBR28 et là, ils ont trouvé pareil, il n'y a pas une modification de la liaison de PBR entre le rat addict et les rats contrôle. Et pour aller un peu plus loin dans la compréhension de ces manips-là, et comme c'était toujours contradictoire à ce qui est décrit dans la littérature, ils ont repris les mêmes animaux, là où ils n'ont pas vu une différence in vivo, in vitro entre les 2 rats, et ils ont fait des manips in vitro chez les animaux, ils ont pris les cerveaux, et si la liaison non spécifique du PBR28 mais marquée au tritium,
contrairement au C11, donc là c'était marqué au tritium, ou bien un autre ligand qui est les PK1195, qui est le radioligand des références des TSPO. Et là, ils ont vu que par rapport à des sujets contrôle, il y avait bien une augmentation in vitro de la liaison de la TSPO qu'ils n'arrivaient pas à voir in vivo avec les mêmes animaux. Donc, ils ont conclu que probablement avec le PBR28, il y a des mécanismes in vivo dans le cadre d'exposition à l'alcool qui empêchent de voir l'upregulation des TSPO avec ces radiotraceurs. Donc, pour résumer, la TEP permet d'apporter des informations cruciales dans la compréhension de l'impact des différentes molécules psychoactives sur l'activité cérébrale. Elle permet d'identifier des mécanismes d'action de ces molécules-là et le rôle des différents systèmes de neurotransmission dans l'addiction. Elle permet aussi de cibler des stratégies thérapeutiques et de suivre in vivo l'efficacité des traitements. Maintenant, c'est une technique qui présente certaines limites. Elle a un coût très élevé. Comme il y a aussi une utilisation de la radioactivité, ça limite beaucoup son utilisation dans le quotidien des pratiques cliniques et chez la population très jeune. Et nous manquons aussi de beaucoup de radiotraceurs sélectifs et spécifiques pour certaines cibles. Par exemple, j'ai donné l'exemple des T3, ça peut être aussi les glutamatergiques, mais des nouveaux cibles apparaissent, ils sont très prometteurs comme les SV2A, qui est un cible, en fait, c'est des nouveaux radiotraceurs pour les vésicules synaptiques qui permettraient un peu de voir toute la dynamisme de plasticité synaptique et des turnovers des synapses. Donc, beaucoup des études, je suppose, ils vont se faire avec ces radiotraceurs-là. Et il y a l'imagerie multimodale qui apparaît aussi et sur lesquelles beaucoup d'espoir se repose parce que c'est des techniques qui permettent de cibler en même temps plusieurs acteurs, plusieurs facteurs qui jouent un rôle dans l'addiction ou dans d'autres pathologies. Il n'y a aucun doute que les futures études vont vraiment s'orienter sur cette type de technologie. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.